Ils ont survécu et la tête de Dan Burn dit un peu toute la difficulté qu'était cet enfer du stade Azteca au bout d'un match légendaire. Et ouais, vous allez me dire, mais Enzo, en fait, après chaque nuit, tu nous dis match légendaire, arrête de surcoter tout ce que tu vois. Ouais, mais non, en fait, non. On a des matchs légendaires chaque nuit se passe des folies absolues. Et ce Mexique-Angleterre, victoire 3-2 des Anglais après 102 minutes de bagarre absolue, de résilience absolument dingue, d'affrontement tactique, d'ajustement gagnant. Les Anglais de Jude Bellingham l'ont fait. Et ouais, c'est un match mythique, encore une fois, c'est un match mémorable. C'est quand on va faire le bilan, il va falloir faire un top 10, je pense qu'on va le faire. Le top 10 des plus gros matchs de cette Coupe du Monde, le choix va être cornélien. Sortir le top 1, ça va être fou. En choisir 10 parmi toutes les folies qu'on a vues, ça va être une galère. Et on est qu'au 8e. On n'a même pas fini les 8e. Quelle Coupe du Monde de folie, messieurs, dames. Salut les amis, Quelle Coupe du Monde de folie. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quelle Coupe du Monde de malade mental. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver après une nouvelle nuit qui aura valu le coup. Ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir rester, regarder ces matchs-là, vous avez vraiment pas de chance parce que souvent les matchs de malades mentaux se déroule à 3h, 4h. En plus, celui-là avait été retardé d'1 heure à cause de la pluie. C'était vraiment un contexte dantesque et ça a débouché sur un match qui va rester dans la mémoire de cette Coupe du Monde. Bellingham au coup de sifflet final qui s'effondre. Peut-être qu'il en joue un peu. Hein. On sait que les caméras de Jude, il aime bien ça. Mais ce soir, la caméra, il l'a brisé. L'écran, il l'a brisé. Et quel match de Jude Bellingham et quelle détresse chez les Mexicains. C'était leur Coupe du Monde. C'était leur quinto partido, le premier de leur histoire, la première fois que le Mexique s'était donné le droit de disputer un 5e match. Et ils sont vraiment pas passés loin du sexto partido. Ils sont pas passés loin d'éliminer cette Angleterre en vrai. Ils ont fait mieux que rivaliser. Est-ce qu'au point on peut dire qu'ils ont gagné ? Peut-être. Le truc c'est que le foot se joue pas au point. Et le Mexique n'aura donc pas la chance d'aller voir ailleurs que son stade Azteca. C'était le dernier match au stade Azteca. Et la fin en apothéose. Ce ne sera pas le cas pour Memo Ochoa. Ça aussi, c'est la fin. Pas en apothéose. Il espérait mieux. Totalement abattu. Après 6 Coupes du Monde, c'est la fin de Memo Ochoa. Et de mémoire, c'est même la fin de toute sa carrière sportive. Je crois que c'était ses dernières minutes, ses dernières images en tant que footballeur professionnel. De mémoire, il prend sa retraite sportive, pas que internationale. Et ouais, j'allais dire quelle triste fin, non. Quelle magnifique fin. Quel Mexique. C'était dingue. Le Mexique de Javier Aguirre, dans sa formule, dans sa recette habituelle, cette équipe ultra agressive, mais dans le bon sens du terme. Hier, un petit peu avant, il y a un petit peu plus de 24 heures, on a eu un football paraguayen agressif dans le mauvais sens du terme. Là, c'est de l'agressivité, de la défense en avançant, on sort sur le porteur, on le cadre. Regardez la contre-pression là, mexicaine, sur Jude Bellingham pour récupérer grâce à Jorge Sanchez. Ici, on va toucher côté pour les Anglais. On sort immédiatement sur le porteur de balle, on le cadre, on récupère le ballon. Encore ici, l'agressivité, mais positive. Ouais, c'était un match d'intensité. Les Anglais y étaient préparés et ils ont eu droit à l'enfer du stade Azteca, à plus de 2000 mètres d'altitude, avec cette intensité mise par les Mexicains qui ont fait un top match dans ce sapin de Javier Aguirre. J'aurais même pu étendre le sapin jusque-là, en vrai. Défense à 4. Une sorte de ligne à 3 avec Eric Lira, merveilleux 6. Quel milieu d'intelligence. Les ailiers, qui n'étaient pas très hauts, qui se mettaient sensiblement à la même hauteur qu'Eric Lira. Et en fait, on était sur un 4-1-4-1 avec les deux relayeurs qui étaient entre Raúl Jiménez et les deux ailiers. Là, c'était Luis Romo et Gilberto Mora, et ici Raúl Jiménez. Et ce sapin mexicain a posé beaucoup de problèmes, était aussi capable de se déstructurer là pour orienter la pression côté et enfermer les Anglais sur le côté, récupérer un ballon haut. La capacité à échanger les marquages, l'intelligence défensive collective. Ici, on est globalement sur une individuelle, notamment sur la ligne défensive. On suit beaucoup les décrochages, les dézonages. Et Jorge Sanchez suit Anthony Gordon, mais sort un peu trop de sa zone. C'est pas une individuelle extrémiste. Et il fait signe, il y a beaucoup de communication dans cette équipe. Attention, faut couvrir ici. Ici, regardez, je crois que ça doit être Mora peut-être. Non, Mora, il est là. Ça doit être Alvarado ou Eric Lira. Je crois que c'est Eric Lira et Jorge Sanchez qui se font signe, qui s'échangent parfaitement les marquages.
est impossible pour l'Angleterre, malgré les permutations de Bellingham, d'Anthony Gordon, malgré un Elliot Anderson qui s'est dézoné côté gauche. Impossible pour l'Angleterre de déstabiliser ce bloc très très bien organisé qui est haut, qui est relativement haut, médian haut, qui laisse de l'espace dans la profondeur, mais qui a cette intelligence collective pour pouvoir toujours avoir un marquage et une organisation, une structure défensive très très claire. Ouais, top match défensif du Mexique. Malgré les 3 buts encaissés, on va en parler. J'ai dit top match, mais match inconstant. Il y a des moments de fébrilité ponctuels qui vont être absolument punis par l'Angleterre. Et avec ballon aussi. Ce Mexique, c'est ce qui m'impressionne le plus. Le Mexique de Javier Aguirre, on s'attendait avant la Coupe du Monde à une muraille, une forteresse difficilement prenable. On a eu un football tellement beau, tellement sympathique, tellement attrayant avec ballon, avec ses jeux associatifs en une touche, cette capacité à vite remonter le ballon. Et ouais, en 1-2 touches, à trouver toujours l'homme libre, le 3e homme face au jeu, à ressortir très très court malgré la très grosse prise de risque. Là, il y a Kane, Rice, Bellingham qui sont dans la surface et la sérénité de Randrel pour trouver ici Eric Lira. La ligne de pression est cassée, Bellingham peste et Eric Lira a tout l'espace. Et ouais, le Mexique qui casse la ligne de pression comme ça face à l'Angleterre, avec autant de pression haute, tu me dis ça en valeur compétition, j'y crois pas trop. Et ce Mexique était une top équipe de cette Coupe du Monde. Encore ici, ressortie basse, on trouve Gilberto Mora face au jeu qui va pouvoir progresser. Et ouais, la ligne de pression anglaise a été souvent cassée, aussi parce que ce Mexique a réussi à ouvrir les espaces en très très grand. Côté anglais, regardez les espaces qu'il peut y avoir au milieu, et du coup ça te permet d'avoir des décrochages, beaucoup de décrochages dans l'interligne, et donc profiter de ces espaces dans le cœur du jeu. En fait, le Mexique est extrêmement large et extrêmement profond aussi. Il y a 50-60 mètres entre la ligne défensive et la ligne offensive. Il y a de la largeur absolue des 2 côtés du terrain, et donc forcément, si l'Angleterre veut presser haut, elle est obligée d'ouvrir des espaces dans le cœur du jeu. Et donc ça permet à ce Mexique à chaque fois de trouver des relais dans le cœur du jeu, de casser cette ligne de pression. Et c'était très bien fait. Et aussi d'occuper pendant de très longues séquences et de très nombreuses séquences le camp adverse. Il y a vraiment, même en 11 contre 11, un Mexique qui domine en vrai par séquence l'Angleterre. On a l'impression que le rapport de force est inversé, que le Mexique est l'un des favoris à la victoire finale, que l'Angleterre est parfois un peu l'outsider. Là, regardez, les 11 Mexicains sont dans le camp adverse. L'Angleterre est sur un bloc bas et le Mexique installe un long temps de possession. Même là, le Mexique est challengé. Relatif dégagement vers Quiñones, et non. On prend le temps d'installer un temps de possession et on part sur une séquence à une 20aine de passes très très bien construites qui débouchent sur ce centre d'Alvarado pour la tête plongeante de Raúl Jiménez. Et quel arrêt de Pickford. Là, c'est la plus grosse occasion du début de match pour le Mexique. Et gros arrêt de Pickford ici. Et ouais, le Mexique, superbe équipe avec ballon, collectivement, elle a fait face aussi à ses limites individuelles collectives. Les offensifs mexicains sont pas des monstres d'efficacité par rapport aux offensifs anglais. Et côté mexicain, on n'apprend rien, mais il n'y a pas de Kane, il n'y a pas de Bellingham. Et le match s'est aussi joué, il faut le dire, sur la qualité individuelle, sur la capacité à convertir les temps forts, sur la gestion des temps forts, des temps faibles. Regardez, le Mexique finit avec 67% de possession, 2 XG, 20 tirs, 37 ballons touchés dans la surface. Hier, par exemple, la France touche 25 ballons, je crois, dans la surface du Paraguay, alors qu'elle domine outrageusement. Et ouais, le Mexique, en vrai, on l'a dit, au point peut ressortir vainqueur de ce match. Le Mexique est l'équipe qui nous a fait la meilleure impression sur ce match. On va parler de l'Angleterre aussi, il y a plein de bonnes choses à dire sur cette Angleterre, malgré le match un peu bourbier. Et ouais, ça a manqué d'efficacité et ça a manqué de maturité. Le point de bascule de la maturité, l'Angleterre a fait un match de grands garçons, de grandes équipes, d'équipes matures, d'équipes capables de se sortir des bourbiers. Un peu façon équipe de France hier dans un style différent. Il n'y a pas eu des provocations comme les Paraguayens, etc. Mais dans la capacité à rester dans son plan, à ne pas être ultra inquiété malgré la tournure des événements, à continuer de gérer les événements, d'avoir une bonne gestion des temps forts, temps faibles et tout simplement de montrer de la maturité pour s'en sortir. Un petit peu comme ça avait été le cas face à la RDC. Et le Mexique, face à cette maturité, va vivre 90 secondes en enfer. Là, aux alentours de la 36e minute, il y a 90 secondes en enfer pour le Mexique.
Declan Rice s'est trouvé. Mexique est un peu trop déséquilibré à la perte et Declan Rice a beaucoup d'espace là pour avancer. Va fixer, va décaler Saka, un contre un. Et il faut se dire que les latéraux mexicains, défensivement, sont pas top. C'est peut-être le point de faiblesse de cette équipe, notamment de l'autre côté. Jorge Sanchez a été pas mal pris. Là, c'est Gallardo qui est pris par Saka. Très bon centre. Pour qui? Pour Jude Bellingham. Le Jude Bellingham du Real. Souvenez-vous, ce faux neuf là sur la première année quand il arrive, qui arrive à chaque fois en deuxième lame sur ses centres dans la zone intermédiaire et qui conclut. C'est exactement ce qu'il fait. Superbe geste de Bellingham, le sauveur. Là, l'Angleterre est pas dans la machine à laver, ce serait trop fort, mais l'Angleterre est dans une vraie galère. Je me dis purée, mais en fait, ce stade Azteca, c'est pas une légende. C'est pas une légende. Qu'est-ce que c'est que ce bourbier? Qu'est-ce que c'est que ce théâtre? Je vais dire des rêves, non, des cauchemars. Des cauchemars anglais, ça aurait pu être le théâtre des cauchemars anglais ce soir. Heureusement qu'il y avait Bellingham, encore ici. Sur le coup d'envoi, là, ça fait 20 secondes que ça joue, même pas. Et récupération immédiate de l'Angleterre qui verticalise. Bellingham va servir Harry Kane. Centre-tir d'Harry Kane qui conclut. Jude Bellingham. En 90 secondes, Jude Bellingham, d'une froideur absolue. Un petit peu façon Haaland. Je crois qu'ils se sont côtoyés à Dortmund. Il y a peut-être eu des conseils mutuels. Mais d'une froideur absolue vient climatiser l'Azteca. Et ouais, Thomas Tuchel peut célébrer. Je pense qu'il y a beaucoup de soulagement. Parce qu'il y a 3 minutes, il était en stress. Il faisait que de gueuler. Le Thomas Tuchel, on le sait, quand il est stressé, quand les choses vont pas dans son sens, ça peut très vite partir sur le banc. Et ouais, Thomas Tuchel l'a peut célébrer. 2-0 Angleterre. Le sauveur se nomme Jude Bellingham. Le patron Jude Bellingham. Quelle Coupe du Monde de Jude et quel 8e de finale. Ce mec, quand son équipe a besoin de lui, il sort la cape. Il sort... je vais dire autre chose. Non, on va rester sur la cape. Il sort la cape, Jude. C'est déjà très bien. Et ouais, qu'est-ce qu'il a été important. Cette tête pour le premier but. Ce but 90 secondes après pour faire le break. Ici, ce sauvetage. Ça, c'est un triplé. C'est un 3e but. Je crois que c'est Jean-Charles Sabatier qui le disait. C'est un triplé. Le sauvetage énorme devant César Montes. Parce que là, s'il n'y a pas le pied de Bellingham, 90% de chances que ça fasse but. Et ouais, en 10 minutes, là, Jude Bellingham est le grand monsieur de ce match-là. Regardez à quel point il est harangué par ses coéquipiers. Et je pense que ouais, cette image, elle est assez parlante. Et je pense que, ok, Harry Kane est le capitaine, mais je crois que le véritable leader de cette équipe, le mec le plus vocal, qui dirige le plus, qui diffuse aussi le plus d'aura, de charisme, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui le véritable capitaine moral de cette équipe. Harry Kane, l'expérience, la stature et en vrai aussi vrai leadership. Tu le vois faire des discours avant les matchs, après les matchs. Mais Jude aussi les fait. Et sur le terrain, c'est lui le plus vocal, que ce soit même dans son langage non verbal. Il est véritable leader de cette équipe et leader aussi par l'exemple. Il y a l'attitude, il y a l'exemple. Leader technique, leader moral, leader vocal, leader par l'exemple. Il a tout et il a fait un match immense, Jude Bellingham. Il s'est regardé pour se sortir de la pression, la fameuse pression mexicaine tellement dure à déjouer. Il est autour de 3 Mexicains, il arrive à résister techniquement, physiquement, il s'en sort. Ici, Eric Lira le presse, Alvarado sort dessus et geste derrière le pied d'appui, exceptionnel pour éliminer les 2 Mexicains. Jorge Sanchez arrive, tacle. Énième crochet intérieur pour éliminer. Là, sur cette action, il vient d'éliminer 3 Mexicains en étant dos au jeu. Et ouais, il était tellement au-dessus sur ce match-là. Et pourtant, en face, au milieu, il y avait du répondant. Eric Lira, Gilberto Mora, qui a fait un top début de match, qu'on n'a pas revu par la suite. Un petit peu moins, en tout cas. Et regardez, 94e. L'Angleterre est à 10, on va en parler. Et il est là, main sur les genoux, prêt à mettre la pression en tant que numéro 9. 93e, il tente de loin. Là, s'il met le triplé là-dessus, c'est match all-time de Jude Bellingham. Non, arrêt de Rangel. Ici, 98e, tellement précieux pour aller obtenir une touche, pour gagner 20-30 secondes, pour assommer un petit peu plus les Mexicains en fin de match. Et ouais, quel joueur de grande compétition internationale. Coupe du Monde 2026, Euro 2024, Coupe du Monde 2022. 2022, il a quel âge? 19 ans, je pense. 18 ans, 19 ans. Il est tellement au-dessus, tellement fort dans les moments importants. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai inversé. C'est bien l'inverse. Ici, c'est la Coupe du Monde. Non, ici, c'est l'Euro 2024 et ici, la Coupe du Monde 2022. Mais l'Euro 2024 qui fait... Souvenez-vous, la Slovaquie, le geste de fou pour sortir l'Angleterre du bourbier. Même quand il n'est pas décisif, il est extrêmement performant. Ouais. Et puis là, il nous fait un mondial. Il n'a jamais été aussi fort. C'est Jean-Charles Sabatier qui le dit à ce moment-là. Il dit
on a le Jude Bellingham prime. Et en vrai, je suis totalement d'accord avec lui. On a la meilleure version de Jude Bellingham sur ce match-là. Le joueur total, le joueur décisif, le joueur leader, le joueur avec un rendement défensif, le joueur qui casse les lignes de pression, le joueur vertical, le joueur que doit être Jude Bellingham, le mec niveau Ballon d'Or, très clairement. Jude Bellingham, quand il est là-dedans, quand il est dans ça, il est niveau Ballon d'Or. Et ouais, quelle compétition encore et quel joueur de tournoi. Et ouais, cette image, elle est très parlante. L'Angleterre sans Jude Bellingham ce soir, je suis pas sûr qu'on en parle comme un quart de finaliste. Mais l'Angleterre l'a fait, notamment grâce à Jude. Et pourtant, le Mexique, qu'est-ce que c'était fort aussi, il faut le dire, qui va vite réduire l'écart après ce moment en enfer, c'est 90 secondes en enfer. Julián Quiñones casse la cage de Pickford après un coup de pied arrêté. Quel mondial aussi de sa part, 4 buts de mémoire si je ne me trompe pas. Il est sur la lignée de sa saison dingue en Arabie Saoudite où il en est à une trentaine de buts. Et ouais, top mondial de Julián Quiñones. C'est peut-être le Mexicain qu'on retiendra le plus de ce mondial. Et pourtant, il y en a beaucoup. Mais lui, ouais, a fait un immense mondial dès la J1. Souvenez-vous de ces images-là. Et bah, ça a continué. Le Mexique a beaucoup de positions de frappe en fin de première période. Ici, Raúl Jiménez sera légèrement trop croisé, un tout petit peu. Ici, centre d'Alvarado, tête de Raúl Jiménez. La qualité du jeu de tête de Raúl Jiménez. Je ne sais pas ce que lui a fait sa fracture du crâne, mais c'est un cheat code. C'est pas possible. La qualité, la précision. Tout à l'heure, l'arrêt de Pickford. Ici, en étant à l'entrée de la surface, lancé, tête parfaite sous la barre. Et encore un très gros arrêt de Jordan Pickford dans ses buts. Et heureusement qu'il est là, parce que là, le Mexique, à 11 contre 11, peut revenir. Le Mexique, là, mérite en vrai son match nul. Moi, je suis devant mon écran. Bon, déjà, vu la dinguerie du stade Azteca, le contexte, je vous avoue que je suis full Mexico ce soir. Je suis à fond derrière le Mexique. Et ouais, je suis un peu dégoûté que sur 90 secondes, d'une extrême qualité, d'une extrême efficacité, le Mexique soit puni parce que le reste de son match est très bon. Et le manque de maturité, on l'a dit, la gestion des temps forts, des temps faibles. Et Jordan Pickford, là, est très important. À 11 contre 11, va arriver ce qui aurait dû être le tournant du match. Ce carton rouge de Jarell Quansah, le tacle qui manque cruellement de maîtrise, très dangereux, non seulement par la vitesse à laquelle il arrive, là c'est une image arrêtée, mais il arrive à vitesse maximale, et en plus aussi par la zone d'impact. Ok, il y a le protège tibia et tout, pas de souci. Tu peux lui casser la jambe si là la jambe elle est un petit peu, si les appuis sont un petit peu plus ancrés, si tout simplement ça tourne un petit peu moins bien. Voilà, Gallardo peut se faire détruire la jambe et carton rouge assez logique pour Jarell Quansah. C'est là que Monsieur Thomas Tuchel, le tacticien, quoi qu'on en dise, d'élite, rentre en jeu. Quelle fin de match de Thomas Tuchel qui prend ce rouge, l'Angleterre prend ce rouge, et il est même pas en train de péter un câble, et même si tu regardes bien, il a presque une sorte de sérénité qui sort en mode « Ok, c'est mon moment. Ok, je vais montrer ce que je sais faire. » Et ce rouge, ça va être un prétexte pour renforcer encore plus la performance qu'on va faire. Et ouais, c'est là qu'il va exceller. Ce 4-4-1 en phase défensive, je vous fais les lignes très rapidement pour que vous le voyez mieux. Mais 4-4-1 avec Jude Bellingham, latéral droit, excentré droit, et Harry Kane tout seul en 9, qui a été extrêmement solide, tellement bien protégé sa surface, tellement bien compact, tellement bien organisé dans les coulissements, dans certaines prises à deux, ailier latéral. C'était top. Et puis avec ballon, ce 4-3-2, c'est très rare qu'un coach qui mène en plus, l'Angleterre n'a pas besoin forcément d'aller chercher un troisième but, passe en 4-3-2 avec ballon, mette autant de nombres sur la ligne offensive, alors qu'en vrai, tu peux rester dans ton 4-4-1. C'est soit 4-4-1, soit 5-3-1, soit même parfois 5-4-0. Et non, Thomas Tuchel se dit, c'est le moment de les piquer encore plus, c'est le moment de les choquer, c'est le moment de les surprendre. 4-3-2 avec Harry Kane en point de fixation, Anthony Gordon en attaquant d'espace. Déviation top d'Harry Kane, un petit peu chanceuse, ça touche l'épaule, il y a un petit coup de billard, mais déviation réussie d'Harry Kane. Et Anthony Gordon va prendre l'espace, obtenir ce penalty, sortie de Randrel qui fait un top mondial et qui ce soir, il a ses responsabilités, malheureusement. Penalty transformé par Harry Kane, il le manque pas. Les penalties phase élimination pour Harry Kane en Coupe du Monde, je pense que c'est pas quelque chose d'évident, je pense que tu as des mauvais souvenirs qui sont ressassés. C'est pas pour nous déplaire, nous Français, mais Harry Kane, celle-là, il la met au fond. Et ouais, la célébration, le soulagement, parce que là, l'Angleterre se met un petit peu à l'abri
dans un énorme bourbier. Et Harry Kane, ce grand fou qu'est Harry Kane, 6 buts, déjà 6 buts, et il est même pas sur le top 3, parce qu'il y a encore plus fou que lui, Mbappé, Messi et Haaland, dont on a parlé tout à l'heure, qui, les trois, là, faut les interner, faut les arrêter, mais ce monsieur est pas loin aussi de rentrer dans le club, de rentrer dans la secte, il en est à 6 buts, mais il veut faire l'histoire de ce match, et 6 minutes après, cette faute sur Gutiérrez. Alors je sais que le penalty est pas mal sujet à débat. C'est un peu, c'est le genre de penalty cruel qui, dans l'esprit, est un peu compliqué à siffler parce que Harry Kane joue le ballon, Harry Kane veut simplement dégager. Malgré tout, je pense que le contact impacte tellement la suite de l'action, empêche tout simplement l'enchaînement technique de Gutiérrez qui a son pied entre le pied d'Harry Kane et le ballon. Harry Kane ne touche pas du tout le ballon, touche le joueur, et son geste, quand bien même il n'est pas intentionnel, impacte tellement la suite de l'action et empêche la réalisation du geste technique de Gutiérrez que le penalty, pour moi, il est logique. Mais je comprends que ça puisse être sujet à débat et que ce ne soit pas évident des deux côtés. Penalty, donc, pour le Mexique, et Raúl Jiménez sur une très bonne frappe, une très bonne course notamment. On critique pas mal les courses parce que sur cette Coupe du Monde, je trouve qu'il y a beaucoup de pénaltys très mal tirés, notamment des pénaltys interactifs que tu sais pas faire. Vous savez, ces petits appuis, ces petites prises d'infos juste avant de tirer, mais en fait, tu n'es pas Neymar. Et Neymar, on l'a encore vu aujourd'hui, continue de le faire très très bien, mais c'est un véritable geste technique, véritable geste cognitif, et très très difficile à réaliser. Raúl Jiménez le fait très bien. Cet avant-dernier appui pour prendre l'info, pour piéger Pickford, qui donne l'indication, là qui est sur des appuis qui vont partir à gauche. Raúl Jiménez va très bien tirer à droite. Pickford se réorganise bien, mais trop court. Le Mexique, ça fait 3-2. Là, Raúl Jiménez appelle le stade. Le stade Azteca est en furie absolue. Là, je sais pas si on voit bien sur le screen, mais il y a tout le monde qui est debout. Tu vois plein de trucs voler. Et là, je me dis, waouh, l'Angleterre, ça va être compliqué de mettre 2 buts à 10 contre 11. On a déjà mis un. L'Angleterre a 25 minutes, 30 minutes avec le temps additionnel à jouer dans un stade Azteca de folie en étant à 10 contre 11. Comment l'Angleterre va réagir à cet enfer absolu? Tu peux pas faire pire contexte. Azteca, plus de 2000 mètres d'altitude à 10 contre 11 face à une équipe qui doit aller chercher le score, face à ce Mexique qui est malgré tout ultra en confiance et qui fait un excellent match. Et l'Angleterre va résister parce que la chute sera unidimensionnelle. La chute du film et aussi la chute du Mexique. Le Mexique qui a été plombé par son plan, son schéma unique en fin de match, en tout cas quasi unique, très unidimensionnel, face à cette défense réorganisée. Thomas Tuchel continue de s'ajuster, exit le 4-2-3, 4-4-1, 4-2-3, 4-3-2, pardon, 4-3-2, 4-4-1, passage à une défense à 5, sortie d'Anderson pour le grand Dan Burn. Et passage en 5-3-1 avec Harry Kane. Bientôt, ça sera Jude Bellingham qui sera devant. Et ce 5-3-1 va être encore plus infernal à déborder pour le Mexique, notamment dans la capacité à trouver du jeu intérieur, à trouver des positions de frappe très bien placées dans la surface ou juste à l'entrée de la surface. Ce 5-3-1 qui gère très très bien là, l'espace entre le milieu et la défense va être impossible à percer pour ce Mexique qui manque de qualité individuelle, quoi qu'on en dise. Il y a des joueurs qui se sont révélés, des joueurs qui ont été à un top niveau, mais qui ne sont pas des joueurs d'élite, et on l'a vu ce soir. Le Mexique, si ce soir il a des offensifs élites, je pense que le Mexique passe. Le Mexique n'a pas d'offensif élite, pas ce pouvoir de perforation, de déstabilisation absolue, même dans les pires contextes. Il a beaucoup abusé de ce schéma. Le centre, ok, Raúl Jiménez c'est un top joueur de tête, on l'a dit, mais tu es face à une défense à 5, Dan Burn, John Stones, Marc Guehi, et compliqué d'exister. Santi Jiménez est entré. Javier Aguirre a aussi un peu abusé de ça. À la fin, il est avec 3 avant-centres, Santi Jiménez, Raúl Jiménez et Martinez. Et en fait, c'est bien, tu as du nombre dans la surface, mais qu'est-ce que tu fais dans la préparation? Le problème du Mexique ce soir et sur la fin de match, c'est pas la densité qu'il y a dans la surface, c'est la capacité à préparer les actions pour te retrouver dans la surface en bonnes conditions. Ok, tu avais beaucoup de nombre dans la surface, tu avais de la quantité, mais pas du tout de la qualité. Les positions que tu avais n'étaient pas qualitatives, et ça a plombé le Mexique. Et même quand c'était à peu près dangereux, ici, tacle héroïque de Jet Spence, ici, frappe lointaine de Figaldo, de mémoire. J'ai pas envie d'écorcher son nom, mais je crois que c'est ça, tranquillement capté par Pickford. Ici, frappe lointaine de Gallardo, totalement dévissé de son pied droit. Ici, nouveau centre
d'Alvarado, c'est trop profond. Même si tes centres, ton schéma préférentiel qui t'a plombé sont manqués, le Mexique ne peut pas réussir. Là, regardez, 96e, Raúl Jiménez, ce grand malade, tente retourner acrobatique qui part très 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 bien. Ah, s'il le met celui-là, c'est le but de la Coupe du Monde. Merci Sidney Lopez Cabral. Mais alors là, dans ce contexte, au stade Azteca, comme ça là, ça aurait été dingue. Et dommage qu'il y ait une tête. Ça doit être celle de Dan Burn. Parce que j'aurais bien aimé voir où elle aurait fini celle-là. Ça finira sur la tête de Dan Burn. Encore une mini reprise en opposition de Raúl Jiménez. C'est pas cadré. Ici, sauvetage héroïque de John Stones qui fait ce genre de tacle dégagement qui passe tout doucement à côté du poteau. Bon, l'action, elle est éternelle, genre elle prend un temps éternel. Le ballon passe tout doucement à côté du poteau. Tu sais pas si c'est un CSC ou un corner, ça sera un corner. Et le Mexique va continuer de pousser. Là, on a dépassé le temps additionnel. Ce presque CSC de John Stones, c'est au-delà du temps additionnel. Position de frappe de Raúl Jiménez, c'est contré. Nouvelle position de frappe, c'est contré. Rangel était monté. Et le Mexique va être puni. L'Angleterre, en deuxième période, à 10 contre 11 pendant 47 minutes, n'a concédé que 0,01 XG cadré, si on enlève les pénaux. Dans le jeu vivant, l'Angleterre, c'est 0,01 XG cadré. Et je pense que c'est cette frappe. Je n'ai pas souvenir d'autres frappes cadrées. Et bah, très facile à capter pour Pickford. Et ouais, quel coup de Thomas Tuchel qui, dans sa préparation de match, sur les 53 premières minutes, peut-être pas top. Par contre, dans la lecture du match, dans l'ajustement, dans la capacité à résister à 10 contre 11, ouais, il a prouvé pourquoi il avait ce CV. Pourquoi c'était un mec qui était allé chercher sa Ligue des Champions. Pourquoi c'est un mec à qui l'Angleterre, ce pays, le créateur du foot, fait confiance à un sélectionneur étranger. C'est pour ces moments-là. Je pense que si c'est Gareth Southgate sur le banc, l'Angleterre à 10 contre 11, au stade Azteca, même devant, s'en sort pas vivante. Et bah, grâce à Thomas Tuchel et ses ajustements de dingue, waouh, c'est compliqué à dire après une nouvelle nuit blanche, et bah, l'Angleterre s'en sort. Et ouais, quel bloc bas, quelle qualité défensive et quelle capacité aussi à piquer sur ce long ballon d'Harry Kane dévié vers Anthony Gordon et ce penalty obtenu. Bravo Thomas Tuchel, bravo Jude Bellingham. Quel match de Jude, le joueur total, le Jude qu'on veut voir. Et quelle déception, quelle frustration en vrai, pas déception, faut pas être déçu, même s'il y avait tellement quelque chose à aller chercher sur ce mondial. Le sexto partido, après avoir fait ton quinto partido, il fallait que tu retrouves ce quart de finale qui est le record de cette équipe. Et regardez, ça m'a fait penser un peu au Cap-Vert face à l'Argentine, dans le sens où, même si le Cap-Vert était beaucoup plus un outsider que le Mexique, mais cet outsider qui affronte un favori, qui laisse une meilleure impression en vrai globalement que le favori, et qui se fait punir sur son manque de maturité et de talent individuel, et qui passe vraiment à deux doigts de... Ouais, j'ai pas tout en tête évidemment, mais ça aurait peut-être été le plus grand succès de l'histoire du football mexicain. Comme ça, là, à la maison, face à l'Angleterre, au stade Azteca, au terme d'un match légendaire, épique. Et ouais, les scènes sont dures à voir, tu vois que c'était quelque chose qui tenait à cœur à ces Mexicains, et tu m'étonnes, il y avait tellement quelque chose à faire. Toujours les pleurs, toujours plus sur cette Coupe du Monde. Et ouais, il y avait 2 quarts de finale dans l'histoire. 70, c'était à la maison. 86, c'était à la maison. 2026, c'était à la maison. Ça s'arrête en 8e de finale. Le Mexique, lui, se bosse des 8e de finale, qui a tellement connu les 8e de finale. Peut-être l'équipe la plus régulière en 8e de finale des 32 dernières années. Le Mexique s'arrête encore en 8e de finale, alors que c'est de mon souvenir de toutes les Coupes du Monde que j'ai vues, j'ai jamais vu le Mexique aussi fort, autant en capacité d'aller loin. C'était un potentiel quart finaliste, potentiel demi-finaliste. Si tu bats l'Angleterre, tu peux battre tout le monde. Le Mexique s'arrête en 8e de finale. Et ouais, le collectif aura été top. Il y a des joueurs qu'on va retenir. Gilberto Mora, on en a parlé, qui a fait un top début de match dans la personnalité, dans la capacité à déstabiliser, un petit peu plus effacé au fil du match. Mais il faudra se souvenir aussi de cette Coupe du Monde comme le premier mondial de Gilberto Mora, parce que c'est pas le dernier, parce que lui, d'ici 6 mois, 1 an, il sera dans un top club européen, et ça sera un top joueur, je pense, à l'échelle mondiale. Eric Lira, ce 6, tellement intelligent, tellement complet, ce centre de gravité bas, cette capacité
à éliminer la pression, et en même temps ce 6 récupérateur tellement intelligent, tellement bon, tellement agressif. Quel joueur complet et quel joueur de football, tout simplement. Julián Quiñones, la brute, dans le bon sens du terme, le joueur brutal, le joueur ultra décisif, le joueur de golasso, et le mec le plus décisif, peut-être le meilleur Mexicain avec Eric Lira de ce mondial, Raúl Jiménez, l'homme à la fracture du crâne, l'homme qui n'aurait pas dû être là, dans un monde normal, s'il n'est pas miraculé, qui a fait un top mondial. C'est lui qui avait marqué le premier but du mondial, de mémoire, c'est lui et pas. C'est peut-être Quiñones, je sais plus qui met le premier but, mais il marque sur le match d'ouverture. A refait aussi un top mondial à 35 piges de mémoire. Et ce monsieur Javier Aguirre qui aura donné un visage, une patte à cette équipe assez folle. C'est vraiment l'une des équipes dont on se souviendra. Et il y en a beaucoup parmi les outsiders. Le Cap-Vert, même les tout petits, en vrai, Haïti, Curaçao, il ne faudra pas les oublier. Et parmi ceux qui sont allés relativement loin, bon, il y a la Norvège, il y a le Mexique, il y a même il y a la Colombie, il y a les États-Unis qu'on verra. Et il y a donc ce Mexique de Javier Aguirre. Le Cap-Vert, évidemment, je ne sais plus si je l'ai cité. Et ouais, bravo, monsieur Javier Aguirre, parce que le mondial à la maison, malgré le fait que ça ne soit qu'un 8e, que l'objectif quart n'est pas rempli, bah, je pense qu'il ressort très grandi et très apprécié côté de Rafa Marquez. Ouais, bravo monsieur Javier Aguirre, bravo Mexicain. Memo Ochoa, c'était la dernière fois qu'on le voyait. En pleurs, ces images elles font mal. Après 6 Coupes du Monde, ce mec je lisais une interview de lui dans l'équipe, tellement amoureux du foot, tellement dégoûté de devoir arrêter parce qu'à un moment le poids de l'âge fait son effet. Et ouais, ces images elles font mal. C'était les dernières images du direct. Et ouais, ça fait un peu mal au cœur pour Memo Ochoa qui quitte donc le monde du football en pleurs. Et ouais, quelle carrière, 6 Coupes du Monde, c'est le seul avec Cristiano et Léo Messi. Je crois que le club est plutôt bien garni. Je crois que être à la table de ces deux-là, c'est plutôt pas mal. Et ouais, bravo Memo Ochoa, bravo au Mexique, bravo à ce public. Ce stade Azteca, c'est le stade de la compétition, je pense. Malheureusement, il s'arrête dès maintenant. Mais ce qui s'est passé dans ce stade, l'ambiance, le poids de l'histoire, et puis ce qu'on a failli vivre, en vrai ce qu'on a vécu déjà, le match celui-là, là, pour finir au stade Azteca, c'était le stade du match d'ouverture, et c'est le stade de l'un des grands matchs de cette Coupe du Monde. Ouais, un peu dégoûté que ça se finisse aux States, parce que le Mexique est tellement plus une terre de foot, même si le soccer grandit aux États-Unis, et ce stade Azteca c'était unique. Et même au-delà du stade, toutes les images que tu voyais dans les rues de Mexico, au Mexique, à Monterrey, un peu partout. Ouais, ce pays a été, je pense, le pays hôte dont on retiendra le plus l'ambiance d'ici la fin de la compétition de manière assez indiscutable. Ouais. Ce petit bijou, on va le quitter, on ne le reverra plus, et c'était un plaisir. Norvège-Angleterre, c'est le prochain rendez-vous de ces Anglais. La Norvège, on l'a débriefé tout à l'heure. Quel quart de finale. Ok, c'est un match totalement européen. Moi, j'aime bien évidemment les matchs intercontinentaux. Mais alors là, on va encore avoir un sommet footballistique et encore une autre configuration de match pour les Anglais. Est-ce que la Norvège d'Erling Haaland est capable de le faire encore, d'éliminer un autre gros morceau de cette Coupe du Monde, un ancien vainqueur de Coupe du Monde, même si l'Angleterre, ça fait 60 piges. Est-ce que l'Angleterre va pouvoir aller au bout? Est-ce que l'Angleterre est forcément favorite, déjà, de ce quart de finale? Avant d'espérer aller au bout, est-ce que l'Angleterre, pour vous, là, comme ça, est forcément favorite, ou c'est un 50-50, ou c'est même avantage à la Norvège pour ce qu'elle a montré face à la Côte d'Ivoire, face au Brésil, sur la phase de groupe, sur la capacité, la qualité de cette équipe globalement? Est-ce que l'Angleterre est favorite? Est-ce que c'est Angleterre qui a encore montré des lacunes aujourd'hui dans le contenu, mais qui par contre mentalement ressort tellement grandi? Bravo à l'Angleterre, faut féliciter l'Angleterre parce que le match, mentalement, la gestion du match, dans ce contexte absolument infâme quand tu es adversaire, comment tu sors de ce bourbier? L'Angleterre l'a fait et bravo, à 10 contre 11, à l'Azteca, face à ce Mexique tellement bon, bravo l'Angleterre. Mais est-ce qu'il y a, ok c'est bien le côté mental, ça peut être un match fondateur, est-ce que ça a montré suffisamment de choses footballistiquement pour être favori sur ce match? Pour moi l'Angleterre est favorite, mais c'est un 55-45, parce que l'Angleterre a, je pense, dans ses configurations de match, montré notamment face à la Croatie, que ok, face à certains adversaires c'est plus compliqué, mais la Norvège, on en a parlé, a aussi de
très grosses lacunes. En vrai, c'est une équipe très extrémiste et qui a donc d'énormes qualités, mais aussi de très grosses lacunes pour le top niveau mondial. Je pense que l'Angleterre est favorite, mais on aura l'occasion d'en reparler sur la preview, sur les pronos des quarts de finale. Faisons un petit point, d'ailleurs, sur le MVP avant de se quitter. Hier, c'est Azdin Ounahi qu'on a élu MVP. Aujourd'hui, il y a du choix. Aujourd'hui, il n'y a pas de Monsieur Tantachev. On aurait pu, mais allez, on est resté sérieux, on va faire ça bien jusqu'au bout. Il y a Jude, qui a fait un immense match. Et il y a les deux grands fous. Erling Haaland, ce diabolique, ce machiavélique Erling Haaland, et ce zinzin de Monsieur Nyland, qui a encore fait un match lunaire. Je vous invite à aller voir le débrief de la Norvège. Qui est l'homme, qui est le MVP du jour? En vrai, je peux tout entendre. Ils ont fait un match immense, ils ont été exceptionnels. Peut-être que le match de Jude est encore plus complet, encore plus total. Et en même temps, c'est logique. Erling Haaland, c'est pas son rôle. Et Nyland non plus, c'est pas son rôle, évidemment. Je vous laisse me dire, vous, qui vous avez préféré cette nuit. Et tous les noms s'entendent. Donc c'est véritablement vous qui avez le choix. J'arrive pas du tout à me décider. Chacun a ses arguments. Qui est votre MVP de ce 5 juillet? Je vous laisse me répondre. Et nous, on se retrouve demain. Waouh! Le programme de ces huitièmes de finale qui continue. C'est pas la fin. C'est l'avant-dernière journée. Après, il restera Colombie-Suisse et je réfléchis. Là, ça commence à être dur. L'Argentine. L'Argentine, évidemment, face à l'Égypte. Mais bon, demain, on a le plus gros match. Le Mexique-Angleterre était le plus hypant. Le Portugal-Espagne était le plus gros match, 21h. Ça peut être le dernier match de CR7 en Coupe du Monde. Ça peut être l'une des grosses surprises parce que l'Espagne est, je pense, assez largement favorite. Et aussi cet États-Unis-Belgique tellement intéressant avec le retour de Balogun. Tiens donc, c'est bizarre. Quelle honte en vrai, quel scandale. C'est horrible et je suis dégoûté alors que j'adore ces États-Unis et je pense qu'ils auraient été capables de le faire sans Balogun. Et en même temps, Balogun est tellement important pour ces États-Unis face à cette Belgique. Ouais, ça dégoûte un peu. Très relou pour vous, amis belges. Et je comprends que vous soyez scandalisés. Et il y a de quoi, parce que la décision est lunaire, se passe de commentaires et est tellement révélatrice de ce que devient la FIFA entre les mains de cette marionnette. Mais bon, là n'est pas le sujet. On continuera de parler foot demain, du terrain, malgré tout ce qui peut se passer en dehors. Rendez-vous demain donc. Et on va aussi se pencher bientôt sur la preview de Maroc-France. On fera aussi le prono de tous les quarts. Donc bref, le programme reste chargé sur les prochains jours. Et j'espère que ça vous plaît. Merci à tous pour le soutien. Encore merci à tous pour tous les commentaires. On continue d'échanger. Et toujours dans la bienveillance. C'est super cool. Vous êtes une commu top. Et je le dis souvent, mais petits messages bienveillants, des petits messages sympas, un petit échange très très cool, vaut tellement plus, c'est tellement plus encourageant, donne tellement plus de force et de motivation que 1 millier, 2 milliers, 3 milliers de vues. Merci à tous pour tout ça, vous êtes top. On se retrouve demain pour cet immense Portugal-Espagne et pour toute la suite de cette légendaire Coupe du Monde sur le terrain, un petit peu moins en dehors. Voilà les amis, merci aux fidèles, bienvenue aux nouveaux et à demain, enfin tout à l'heure pour vous. Moi je vais aller dormir. Et à tout à l'heure. Salut à tous.